Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette 10e et dernière journée du congrès Spot Pharma. Donc, on en est dans la 5e édition. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous allons traiter ce soir de 3 sujets différents qui sont en fait tous dans la continuité. On va tout d'abord commencer par Eda qui nous présentera sa thèse en 180 secondes, donc 3 minutes. Elle a été la championne, on va dire, pour le prix de thèse de cette année. Dans un second temps, on passera au premier recours, où on aura différents intervenants qui nous feront un état des lieux avec les états généraux de la nef qui se sont déroulés il y a quelques mois de cela. Et enfin, on terminera avec une carte blanche qui sera proposée à la NEP, avec tout ce qui s'est passé notamment sur la période Covid, l'engagement des étudiants, mais plus globalement, ce qui va se passer dans l'avenir et la place de la NEP. Donc, on va tout de suite commencer avec Eda, qui va nous présenter sa thèse qui évoquait notamment la toxicité cardiovasculaire. Donc là, on enchaîne un petit peu avec l'atelier précédent qui s'intéressait au risque de l'insuffisance cardiaque et cette toxicité induite par les anticancéreux. Donc, Eda, du coup, vous pouvez partager votre écran normalement pour nous présenter les quelques slides. Voilà, c'est parfait. Et donc, du coup, vous avez 3 minutes. Vous commencez quand vous souhaitez. C'est Très à bien. vous. Bonjour. Merci. Alors, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie. La liste des traitements médicamenteux et non médicamenteux pour traiter le cancer s'élargit. La compréhension progressive des mécanismes du cancer a permis l'amélioration de sa prise en charge. Face à cet ennemi, une multitude de stratégies existent. Mais comment réagir lorsque la bataille contre la tumeur est altérée par un adversaire surprise? Qui privilégier? Sachant que les deux mettent en péril la survie du patient. Je vous parle ici des effets indésirables cardiovasculaires. J'ai dit ennemi surprise, mais pas vraiment en fait, car un pourcentage non négligeable de patients sous anticancéreux développent ce type d'effet. Pour la plupart, maintenables et réversibles avec des traitements complémentaires, certains sont graves et mettent en jeu le pronostic vital. Je ne peux que les citer ici, au vu du temps imparti. Insuffisance cardiaque, valvulopathie, complications péricardiques. D'autant plus que les molécules incriminées sont connues. Une des familles les plus importantes, les centracyclines d'ailleurs. Face à ce problème, une discipline 100% hospitalière a été créée et existe dans certains hôpitaux, également en France. La cardio-oncologie. Son objectif, traiter ces effets avant même qu'ils n'apparaissent. Son secret, la précocité. Ne pas attendre les symptômes pour doser les marqueurs cardiaques. Un bilan pré-thérapeutique permet d'étudier le terrain du patient avant de lui proposer un traitement. Ses limites, sa principale selon moi, est son exclusivité hospitalière. Quelle solution? Mon manuscrit propose de contourner cette limite par un suivi officinal, permis non seulement par les compétences du pharmacien, mais également par l'élaboration d'outils de suivi. Après enquête qualitative auprès des pharmaciens d'officine, j'en propose 3. Une plaquette d'information, une application et un carnet de suivi. Ces outils sont à la fois complémentaires et indépendants. La plaquette d'information a un rôle pédagogique. Elle permet de restituer les connaissances de base nécessaires pour effectuer un suivi en ville. Le carnet de suivi est principalement utilisé pour la communication entre la ville et l'hôpital. Car oui, le pharmacien d'officine devra lui aussi vérifier la régularité de certains paramètres et vérifier l'absence de symptômes cardiovasculaires chez le patient. Enfin, l'application. L'application est un peu un mélange des deux, mais permet en plus un suivi à domicile par une version pour le patient. 30 secondes. Donc, il lui permet de prendre ses mesures chez lui. Donc, toutes ces mesures sont possibles à l'aide d'outils simples et faciles d'accès, comme les oxymètres de pouls, les tensiomètres et les questionnaires que l'on a à disposition en officine. C'est de cela que traite ma thèse. Merci de votre attention. Pardon. Bien, bravo, bravo Eda. Malheureusement, on n'est pas en présentiel pour applaudir tout le travail et puis surtout l'exercice auquel vous venez de vous confronter. C'est vraiment très compliqué de tenir le timing plus la pression et à distance, ça rajoute une difficulté supplémentaire.
Donc, encore vraiment bravo pour tout le travail de thèse. Si vous l'acceptez et si tout a été vu du côté de la faculté de Montpellier où vous l'avez soutenu dernièrement, on pourra la mettre à disposition sur le site de la CFSPO pour que tout à chacun puisse découvrir un peu plus en détail ce dont vous évoquez ici. Et du coup, je rappelle qu'en tant que grande gagnante du prix de thèse 2021 de la SFSPO, vous remportez la somme de 1 000 € tout de même. Donc, on va pouvoir revoir ça ensemble. Mais voilà, c'était la grande surprise qu'on voulait vous annoncer en live ce soir. Donc, encore bravo pour le travail effectué. Vous pouvez en Merci. être très fiers. Je vais juste vous demander du coup d'arrêter le partage de l'écran désormais. D'accord. Le temps que l'outillage numérique suive. Merci encore. Je vais appeler tous les camarades qui vont suivre pour maintenant nous évoquer le premier retour. Donc, tout à chacun va pouvoir réactiver ses micros, réactiver ses caméras. Je vais notamment appeler Jean-Michel Morowski pour le CVAO, Valentin Legrand, ancien vice-président à l'ANEF, Nassim Mekedem, un ancien président de l'ANEF. Il y a également Françoise Alliot-Lenoir qui nous rejoint pour l'AFLAR, donc l'association française de la lutte anti-rhumatismale. J'ai oublié Juliette également. Et nous allons tout d'abord avoir une introduction par Nouman, qui est l'actuel président de la NEF et qui va nous représenter un petit peu le contexte des États généraux avant de laisser la main à toute la belle équipe que je viens de présenter. Nouman, c'est à toi. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci Arthur. Avant tout, déjà bravo Eda pour le travail abattu et forcément pour la victoire à ce concours. Merci pour l'invitation Arthur et au nom de la NEF, je vous remercie toute l'intégralité de la SFSPO. Merci aux organisateurs de nous laisser nous exprimer, j'ai envie de dire d'une façon aussi libre. Une carte blanche pour la NEF, c'est l'occasion de vous présenter nos projets qui sont divers et variés. Il y en a certains qui sont forcément dévoués aux étudiants par les étudiants et d'autres qui feront écho à tout le travail qui a été amorcé par la profession auquel les étudiants, bien sûr, veulent s'associer. Depuis bonjour, le pharmacien il est un rempart particulier face à la crise Covid. Et les nouvelles missions du pharmacien se multiplient. Et il est nécessaire pour les étudiants de saisir de ces sujets. C'est pourquoi, avec l'ANEP, à l'ANEP, on souhaitait s'associer avec le CVAO, la FLAR, Nassim et Valentin ce soir pour vous présenter les états généraux du premier recours qui ont pu être travaillés notamment avec Valentin l'année dernière en tant que VP Perspective Professionnelle. Et je vous laisse sans plus tarder poursuivre ce temps dédié au premier recours. Merci à tous. Merci Nouman. Moi, je vais pour ma part laisser la main à Jean-Michel qui va piloter cette nouvelle session. Merci d'avance. Avant de laisser le pilotage, j'ai un petit point technique. Est-ce que tu peux remettre les caméras de Françoise, Juliette, Nassim a sa caméra, mais il n'a pas son micro. Juliette n'a pas sa caméra. Françoise non plus. Et Benoît n'a pas sa caméra. Voilà, super. Françoise n'a toujours pas sa caméra. Voilà. C'est tout bon. Nous allons pouvoir commencer. Jean-Michel, c'est parti. Eh bien, je vais commencer à piloter puisque je suis l'homme du pilotage, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que déjà… Voilà. Alors, merci dans tous les cas de cette introduction magnifique, cher président de la NEF. Et effectivement, nous allons parler des États généraux du premier recours. Et les États généraux du premier recours ont été créés pourquoi ? Pour donner plus de visibilité, encore plus de visibilité auprès de nos décideurs de ce que va être le premier recours et la part très importante que doit avoir le pharmacien dans le premier recours. Moi, déjà, il faut que je me présente, Jean-Michel Morowski, je suis président du CVAO, et CVAO a œuvré pour s'enrichir de toutes les diversités de pratiques des pharmaciens. Et elles sont nombreuses et elles sont très riches. Et donc, nous avons trouvé qu'il y avait une nécessité de travailler sur le sujet du premier recours. Et c'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec la NEF, Numan vient d'en parler, mais aussi avec la FLAR. Parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas parler de pratique, on ne peut pas parler
de notre pratique sans parler des patients. Et c'est souvent les personnes oubliées, les patients. C'est pour ça que quand j'ai proposé à la FLAR de nous rejoindre en tant que partenaire, eh bien, j'ai reçu un accueil très chaleureux. Et j'en parlerai tout à l'heure et Françoise Alliot va nous en parler. Mais avant tout, à quoi sert notre action aujourd'hui? Bien sûr, ce sera sur les états généraux du premier recours, mais nous avons proposé une réflexion un peu différente parce que on a constaté que effectivement pendant toutes les sessions de spot, eh bien, il y avait la présentation d'arbres décisionnels qui était très orientée pathologie. Et on s'est dit qu'il fallait trouver une alternative qui prenne beaucoup plus en compte les situations que le pharmacien rencontrait, parce que les situations que le pharmacien rencontre sont très, très diverses. Et donc, il fallait voir une chose en 360 degrés. Et c'est pour cela que nous avons travaillé autour de ce que nous allons voir comme étant une démarche thérapeutique. Mais avant de passer à cette démarche thérapeutique et de passer à cette explication, je vais laisser la parole à Françoise Alliot, qui est vice-présidente de la FLAR. La FLAR, il faut savoir ce que c'est la FLAR. C'est quand même 20 millions, ça regroupe les besoins et attentes de plus de 20 millions de patients souffrant de douleurs, mais aussi de pathologies rhumatismales et avec des spécificités comme un travail extrêmement important sur l'ostéoporose. Françoise, je te laisse la parole et pour nous dire pourquoi tu as choisi d'être un partenaire, avec la FLAR bien évidemment, d'être un partenaire généreux de notre action. François, je te donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du CVAO. Moi, je suis très honorée, évidemment, de pouvoir être auprès de vous ce soir et plus particulièrement, évidemment, auprès de l'ANEP, des étudiants et du président de l'ANEP, qui sont l'avenir, le présent à la fois et l'avenir de la pharmacie, et avec qui, en effet, nous avons décidé, dans le cadre des États généraux, d'œuvrer. Et c'est pour cela que les États généraux du premier recours, ils vont plus loin, parce qu'ils intègrent en amont, finalement, les patients. Et ça, moi, je tiens vraiment à la fois à vous en remercier et à vous promettre qu'on va poursuivre de façon extrêmement active ces travaux. C'est quand même un enjeu considérable. D'abord parce que je considère, et je l'ai dit à Pierre Carly et à Thomas Meignet, qui sont en charge des soins non programmés, du numéro d'urgence, etc. Les soins de premier recours, à mon sens, représentent une réponse à l'engorgement des urgences sur une situation où il n'y a pas de détresse vitale a priori. Hein, c'est 3%, on le sait seulement, et c'est très important. Il y a eu une très grande enquête qui a été faite avec l'ARS Grand Est et les amis pharmaciens du Grand Est, et qui ont montré qu'en moyenne, il y a quand même au moins une dizaine de demandes de premier recours en moyenne dans les pharmacies. En fait, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Donc, si vous voulez, moi, je vais vous parler de cette personne qui, justement, entre dans votre pôle de santé qui est la pharmacie, et où vous êtes en tant que praticien d'abord généraliste, mais on voit que vous avez des missions de spécialistes aussi sur lesquelles vous travaillez, et je pense que ça, c'est un point extrêmement important, de pouvoir travailler sur ces spécialisations dans certaines maladies, on vient de le voir, mais en fait, dans le soin du premier recours, vous avez à finalement prendre en considération la globalité du patient. Et quand je dis la globalité du patient, c'est d'abord sa demande, j'ai mal, je souffre, j'ai une gêne, c'est rouge ici, voilà, je me sens très fatiguée, voilà, j'ai peur d'aborder le week-end, je suis anxieux, etc. Donc il y a une multiplicité de demandes dans l'ensemble des domaines, et c'est vrai que nous sommes extrêmement concernés, évidemment, par ces demandes, notamment dans le champ des douleurs, mais aussi des réactions cutanées que l'on connaît bien dans les soins par biothérapie et biosimilaires, etc., dans le rhumopso. Donc il y a de multiples façons, évidemment, d'être intéressé à ce domaine entre nous.
Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus de cette demande-là ou de cette expression, vous avez en tant que praticien, en tant que clinicien, à tenir compte dans votre relation thérapeutique des représentations du patient. Hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans plus de 90%, on le sait, pour le premier recours, ça c'est la fameuse enquête dans le Grand Est avec l'ARS, eh bien on sait que le patient a choisi d'aller d'emblée vers son pharmacien. D'ailleurs, les patients sont fidèles à 94% à leur pharmacien. Bon, on sait qu'ils en attendent beaucoup plus de ce pharmacien, justement, et c'est ça dont on parle ensemble, et moi je vois les travaux que vous menez, je pense qu'il y a une marge de progrès dans nos réflexions lors des états généraux, comme l'a dit Jean-Michel. Il y a une marge de progrès dans la relation, il y a une marge de progrès dans le service pharmaceutique rendu. Pierre Carly a beaucoup apprécié cela et je crois que c'est très vrai. C'est un service pharmaceutique rendu et puis évidemment c'est tout un travail de traçage et de coopération avec les acteurs, notamment dans la ville. On sait que c'est là où habitent les malades. Ils passent 0,3% de leur temps seulement à l'hôpital, y compris avec des maladies très graves telles que nous les connaissons. Donc moi, c'est surtout ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vous avez en main vraiment des atouts déjà qui sont considérables. Vous avez fait le choix de répondre à cette préoccupation du premier recours. Je crois aussi, et ça c'est là quand même le deuxième point essentiel, que ces soins de premier recours vont certainement se développer et c'est pour ça que les outils que vous développez, ils sont faits pour être à la fois utiles, pas pour vous encombrer, mais pour faciliter vos actes, c'est-à-dire faciliter la réponse thérapeutique que vous allez apporter aux patients et à l'usager que vous avez face à vous. Et donc, je crois que ça, c'est un point très central. Si ces soins non programmés, on le sait, pour des raisons multiples, se développent, et je crois que c'est tout à fait cela, eh bien, alors vous serez prêts, je dirais, nous serons prêts ensemble. Et le dernier point, le troisième point, mais on aura le temps d'en reparler, c'est que le premier recours, c'est aussi, à travers l'offre de soins, à travers ce service thérapeutique, ce service pharmaceutique rendu, c'est aussi approprié en aval, on le sait, pour pouvoir dépister des patients, faire de la prévention, établir un lien durable avec les malades qui sont atteints de maladies chroniques. Donc tout cela, finalement, font que le premier recours a une importance absolument fondamentale. Donc je suis ravie de pouvoir partager tout cela avec vous. Ah, il n'y a plus de bruit. Jean-Michel, on n'entend pas votre micro. On n'entend rien. Hein. Vous ne m'avez pas entendu? Françoise, on vous a entendu. Si, c'était très bien. J'essaie de réactiver le micro de Jean-Michel. Merci Arthur. Jean-Michel, ça devrait être bon maintenant si tu nous entends. C'est bon? Ah, parfait. Ah oui. Maintenant, on m'entend, on finit par m'entendre, c'est fabuleux. Ah oui. Donc, simplement, juste une petite chose, Françoise. Qui est Pierre Carly? Parce que je pense que tous nos visionneurs ou visioconférenceurs ne connaissent peut-être pas Pierre Carly, qui est un homme important, bien évidemment, dans le cadre du premier recours. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Jean-Michel. Pierre Carly est un urgentiste, je dirais, c'est vraiment le grand urgentiste en France. Et il est en charge avec le député Thomas Mesnier des soins non programmés. Et donc, c'est évidemment un dossier très vaste dans lequel, dans ces soins non programmés, évidemment, ils ont la notion, et donc c'est une des raisons pour laquelle ils m'ont sollicité, ils ont la notion que ces soins programmés comportent les soins du premier recours chez le pharmacien, et que c'est une forme de réponse thérapeutique qu'il faut prendre en compte
Et ta question, elle est très pertinente, Monsieur le Président, parce que ça veut dire aussi, et ça je l'ai porté auprès d'eux, ça veut dire sans doute rechercher une valorisation des soins et des actes thérapeutiques de premier recours qui jusqu'à présent ce n'est pas le cas. Or, je crois que c'est une fonction véritablement de soin, une fonction thérapeutique très importante. Elle va se développer, évidemment, elle concerne le pharmacien et l'équipe officinale. Elle requiert, on le voit, des travaux comme vous faites avec la NEF, Arthur et tous les collègues de la NEF, les confrères de la NEF et le CVAO et les forces finalement des pharmaciens en tant que praticiens qui prend en charge ces soins non programmés. Donc, je crois que sans doute, il va falloir réfléchir à ce qu'il y ait une valorisation de ces soins de premier recours. Merci Françoise. Nous allons passer dans cette réflexion que nous menons donc, et que nous avons menée pendant 1 an avec Valentin et puis des groupes de travail régionaux qui regroupaient effectivement des étudiants en pharmacie, mais aussi des internes en médecine générale, et avec une idée simple, c'est que attention d'éviter les incompréhensions. La grande difficulté dans notre métier, c'est qu'il y a une vision que le patient se fait de quelque chose et nous, on se fait une autre vision de ce qui est dit. Donc, en fin de compte, tout ce travail autour de la gestion de l'incompréhension est un élément fondateur de cette démarche thérapeutique. Et j'ai demandé à Valentin Legrand, qui est maintenant, et je l'en félicite, est devenu diplômé de pharmacie et n'est plus étudiant. Malheureusement, Numan, vous voyez que on finit par être diplômé au bout d'un certain temps, tout en s'associant donc avec lui. Eh bien, il va nous expliquer comment on a constitué ces conditions de cet échange qui a permis de mettre la méthodologie dont on va vous parler, de la démarche thérapeutique. Je te laisse la parole, Valentin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci Jean-Michel pour cette introduction. Alors du coup, là, je vais vous présenter un petit peu la démarche thérapeutique qu'on commence à mettre en place. Ce n'est pas encore quelque chose d'abouti, qu'on a démarré l'année dernière avec la NEP. L'idée, en fait, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à se focaliser sur des pathologies, à mettre une étiquette pour prendre en charge la personne qui vient nous faire une requête. Et nous, même si ça marche très bien aujourd'hui, mais nous, on a décidé plutôt de prendre un peu de hauteur et de prendre en compte les signes rapportés par la personne qui vient nous voir et de se baser non pas sur des pathologies ou des cas qui pour nous les cas sont uniques, mais sur des situations. Ça nous permet d'avoir une prise en charge un peu plus globale dans notre démarche du patient. Ensuite, une fois qu'on a cette situation, qu'on a l'environnement du patient avec pourquoi il vient et pourquoi il nous parle de ces signes-là, on l'analyse et ça nous permet ensuite de décider ce qu'on va lui proposer, c'est-à-dire une orientation, un conseil ou alors les deux. Et donc, pour aider justement le pharmacien dans cette démarche qu'on est en train de construire, pour l'instant, on a 2 outils. Le premier que je vais vous présenter et puis le deuxième que Nassim vous présentera. Ce premier outil est une carte mentale. La carte mentale qui nous permet en fait de distinguer toutes les situations possibles. Pour l'instant, on en a discerné 4. Donc, je veux, c'est le patient, ou il veut. Ça dépend si on se place du point de vue du pharmacien ou du point de vue du patient. J'ai ou il a un symptôme, il a pris un produit, et on y vient ici pour le produit, je ou il prend, et je demande ou j'attends. Ça peut être un service, par exemple. Et donc, en fait, ensuite, là, vous avez juste la première circonférence de la carte mentale, mais après, elle se décline en plein d'arborescence. Et ça nous permet, en fait, d'avoir cette carte qui nous permet de ne pas prendre certaines situations à la légère, certaines qui nous paraissent aujourd'hui banales, et d'y placer, d'y distinguer des points de vigilance.
Et pour nous, cette carte mentale qui décrit les situations, c'est une première interface qui est l'interface entre la personne qui vient formuler une requête au comptoir et le pharmacien. Eh bien, après la quinte de tout, je vais demander à Juliette, qui aurait dû prendre son antitussif avant quand même de participer à une réunion aussi sérieuse. Donc, je vais demander à Juliette, qui est maintenant secrétaire de la NEF, mais l'année dernière qui a participé à ces groupes. Alors, quels ont été les éléments qui ont été un peu différenciants? On parlait tout à l'heure d'alternatives. Qu'est-ce qui, alors, on se tutoie avec Juliette. Qu'est-ce qui était le plus intéressant et le plus pertinent dans cette approche et comment tu as vécu cette approche, cette nouvelle approche, cette alternative qui passait à côté, disons, qui est un peu différente de l'alternative plus classique qui est liée aux pathologies. Donc, Juliette, tu as le droit de répondre entre deux cannes de tout, mais au juste. Merci Jean-Michel pour la question. Du coup, oui, c'est ça. Comme disait Jean-Michel, j'ai participé au groupe de travail régionaux donc, qui étaient organisés avec les étudiants. Donc, moi, je suis étudiante en 5e année officine à Nantes. Donc, on était avec des étudiants de Tours, d'Angers et de Nantes pour travailler justement sur ces cartes mentales. Ça nous a permis vraiment de réfléchir autrement à notre pratique officinale et ça a permis vraiment de mettre en lumière certains points, certains points d'attention qu'on devait avoir en fait dans notre pratique quotidienne et de réfléchir un petit peu autrement que ce qu'on pouvait, comment dire, que ce qu'on nous apprend tout simplement à la fac. C'est toute une approche différente bah, qui a été mise en avant et sur laquelle on a pu réfléchir et c'était vraiment super intéressant. Et puis le fait de travailler avec d'autres étudiants sur ces cartes mentales, on pouvait confronter nos avis et puis et faire avancer tout ce travail. Mais, Valentin, je pense que Valentin ne dira pas le contraire, on ne contredira pas, et puis il n'y a pas intérêt dans tous les cas. Mais il y avait une chose, c'était qu'en fin de compte, il y avait beaucoup c'était souvent la remarque suivante, je ne voyais pas ça comme ça. Et c'était intéressant parce que le voir, et effectivement, on a beaucoup travaillé autour de l'observation et des comportements. Juliette, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail autour des comportements? Ça nous a permis vraiment d'analyser une situation dans sa globalité et plus juste l'aspect le patient qui se présente au comptoir. Là, vraiment, on a commencé à réfléchir sur le patient à partir du moment où il rentre dans l'officine et son attitude, sa gestuelle. Vraiment, ça nous analyser plus le patient et ce, dès son entrée dans l'officine et pour avoir une prise en charge encore plus globale et puis commencer à être attentif dès ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des choses, moi, personnellement, que je ne faisais pas du tout avant et que j'essaye de mettre en pratique de plus en plus. Est-ce que ça a changé ta façon de faire, puisque je suppose que tu es de temps en temps derrière un comptoir, même j'en suis sûr. Donc qu'est-ce qui a changé dans ton attitude par rapport à ta pratique? Je pense qu'il y a des choses, j'ose plus poser des questions ou alors des choses que je ne voyais pas avant, que j'arrive à discerner et de plus en plus, hein, parce que je n'ai pas encore une pratique parfaite, mais c'est vrai que c'est des petits conseils ou des choses auxquelles je ne faisais pas forcément attention avant et que maintenant j'arrive à relever ou que j'essaye en tout cas de plus en plus de relever. Et c'est vraiment super intéressant, rien que pour démarrer une prise en charge. On peut s'appuyer sur ces observations pour prendre en charge au mieux le patient.
Donc, juste pour information, nous allons commencer, et nous, d'ailleurs c'est un appel, s'il y a des doyens d'ailleurs à l'écoute, c'est un appel à ces doyens pour qu'on puisse faire au moins présenter cette alternative de réflexion ou de cheminement de réflexion. Et nous allons commencer par l'UFR de l'Observatoire au courant du mois d'octobre, et avec aussi l'utilisation de cette méthode que nous avions mis en œuvre. Donc, maintenant, Valentin vous a parlé de deux outils. Et je vais laisser la parole à Nassim Mekedem, qui alors c'était pas très gentil, Arthur, de dire que c'était l'ancien, parce que sinon, en termes d'ancien, il y a encore plus ancien. Hein, donc, on se calme. Donc, Nassim. Et plus plates excuses, Jean-Michel. Donc, Nassim, qui est, lui, effectivement, qui a été le prédécesseur de pas mal de présidents, et qui va nous parler, en fin de compte, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, il faut bien les analyser. Nassim, tu as la charge de nous expliquer comment on les analyse. Merci beaucoup, Jean-Michel. J'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Je salue toutes les personnes que je connais. C'est toujours un plaisir de pouvoir converser, échanger autour de l'évolution et de l'avenir et de l'amélioration du métier de pharmacien d'officine, surtout en présence des associations représentatives des usagers. Alors, Valentin vous a parlé effectivement de définir et de caractériser les situations dans le cadre de notre démarche qui est la nôtre de définir ce qui est le premier recours officinal. Je vais vous parler maintenant de comment on crée les conditions de l'analyse. Donc, on est arrivé, dans le cadre de la méthodologie de travail, il nous apparaissait important à ce moment-là de notre cheminement intellectuel de travailler dans une démarche interprofessionnelle, travailler avec le pharmacien d'officine, bien évidemment, avec les jeunes, comme vous l'a expliqué Juliette et comme vous pourrez l'avoir aussi dans les échanges après, mais aussi avec les représentants des étudiants en médecine. Donc, on a pu échanger avec l'ISNAR, donc qui est l'intersyndicale nationale des internes en médecine générale, ce qui nous a permis justement de pouvoir travailler sur ce qu'on a appelé des clés d'analyse. On verra après, vous verrez un exemple assez concret qui vous permettra d'illustrer et d'expliciter un peu plus ce qu'on appelle les clés d'analyse et comment elles s'imbriquent dans la carte mentale qui vous a été présentée par Valentin. Les clés d'analyse, ça nous permet en fait d'avoir des points de vigilance sur des signes d'alerte qui vont venir justement, ces signes d'alerte, clignoter un petit peu auprès du pharmacien et qui vont l'aider dans deux choses. Est-ce qu'il est en capacité, dans un premier temps, de prendre en charge lui, ou au contraire, est-ce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir, avec les outils qu'il a à sa disposition, prendre en charge? Et dans ce cas-là, il doit réorienter vers un autre acteur. Donc, le petit gyrophare que vous voyez en bas, c'est notamment ce qu'on est en capacité de réorienter. Ce sont toutes les situations d'urgence qui nécessitent une prise en charge immédiate et qui ne peut pas être faite justement à l'officine et donc qui doivent être faites par notamment des services d'urgence ambulatoires ou les services d'urgence d'un service hospitalier. Après, donc, pour le pharmacien, ces signes d'alerte doivent être analysés, et ça va être la slide d'après, mais juste avant, 2 points, pertinence et documentation. On a eu le souci à chaque fois de se dire sur quoi s'appuient justement ces signes d'alerte, comment on va documenter ces signes d'alerte, comment on va les récupérer l'information et en quoi ils sont pertinents pour discriminer ce que le pharmacien doit prendre en charge et l'aider dans cette analyse et comment il doit discriminer pour savoir ce qu'il doit réorienter au service d'urgence. Donc, on en est arrivé à parler, on a appelé ça des clés d'analyse. Donc, dans la diapo suivante, voilà, donc là, c'est pour vous donner déjà un premier exemple avant de vous les détailler. Donc là, on est dans une situation où le patient se présente pour moi, donc pour lui, il a une demande pour lui-même. Donc, en termes de documentation, ce qui peut nous permettre de récupérer des données, ce sont effectivement l'historique connu, soit dans le logiciel métier, ou bien évidemment dans l'historique du dossier pharmaceutique de la carte vitale. Donc là, ce sont
la source, on va dire les données brutes qu'on peut analyser. Bien évidemment, le pharmacien est en capacité, avec les éléments qu'il a dans le dossier pharmaceutique, de procéder à une analyse pharmaceutique. Mais là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à rajouter et à surajouter qui était extrêmement important et qui pouvait soit biaiser, si on n'en tenait pas compte dans notre analyse, justement l'analyse du pharmacien d'officine dans la prise en charge, c'était justement ces fameuses clés d'analyse. Et ici, on les a matérialisées par 1, la fragilité du patient, 2, l'habitude du patient. Et la slide d'après vous en présente bien d'autres. Comment justement on est arrivé à définir ces analyses? C'est justement par l'échange et par le retour d'expérience des étudiants en pharmacie et aussi par des internes en médecine, en se disant, voilà, en se mettant dans la peau d'un usager, d'un patient, quelles peuvent être les clés d'analyse qui pourraient être intéressantes et que le pharmacien puisse avoir en tête lorsqu'il analyse les données qu'il a réussi à récupérer. Donc, en se mettant dans la peau du demandeur, quel que soit ce qui est demandé, donc est-ce que ce sont des caractéristiques thérapeutiques où on est sur le domaine de l'usage du ou des produits, le demandeur peut avoir, et ce sont des points importants à avoir en tête lorsqu'on va analyser, des fragilités, des habitudes, un ressenti ou une représentation sur ce qu'il a autour de sa demande et des références ou des connaissances. Et c'est vrai qu'en faisant ce chemin-là intellectuellement, on se dit qu'effectivement, à la lumière d'une certaine fragilité, d'une habitude, d'un ressenti, d'une référence que peut avoir le patient, le pharmacien peut modifier, peut compléter son jugement, son analyse et améliorer de facto la prise en charge. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, de manière matérielle, en termes de carte mentale, l'outil qu'on travaille pour regrouper un petit peu ces situations et ces clés d'analyse, vous avez une ramification de clés d'analyse, la fragilité du patient. Et là, on regarde, là aussi, ça a fait l'objet d'un brainstorming, d'une réflexion avec les retours d'expérience des uns et des autres, mais aussi de cas concrets qu'on a pu voir, tout ce qui peut se ranger derrière cette clé d'analyse, fragilité du patient, et qui peuvent venir éclairer et aider la prise en charge par le pharmacien d'officine. Je ne vais pas tous les citer, mais ça peut être effectivement, dans le cadre de la fragilité du patient, une allergie, ça peut être une allergie à un excipient ou un principe actif, ça peut être une situation de grossesse, effectivement, qui doit appeler à des signes, à des comportements du pharmacien particulier, à un signal d'alerte particulier. Ça peut être une pathologie chronique, ça peut être l'âge de la personne. Voilà, donc tout ça, eh bien, on l'a intégré dans notre outil et il nous apparaissait important de le matérialiser dans cette carte mentale et de la préciser par des clés d'analyse qui viennent compléter les situations que vous a présentées Valentin. Alors, chose importante, et d'ailleurs Françoise, Françoise peut prendre la parole dans notre petit tour de table que nous entamons maintenant. Il y a une chose, c'est que en préparant cette carte blanche, on a Nassim, tu m'as raconté une histoire qui explique bien cette volonté d'élargir le champ. Donc, c'était une personne, tu nous as donné 2 exemples qui étaient des éléments de sécurisation et dont on s'aperçoit que en faisant une analyse qui est un peu plus rigoureuse, disons, à partir d'un élément simple, mais dont on voit qu'il y a des ramifications qui vont entraîner d'autres choses et quelquefois une prise en charge réellement d'un risque. Tu peux nous expliquer très rapidement ces 2 cas, qui sont des cas spécifiques, bien évidemment, mais quand même qui sont assez explicatifs. Bien sûr, je vais faire ça rapidement parce que je sais qu'Arthur veille au grain en tant que maître du temps qu'il est. Mais alors, 2 situations. La première, on est dans une situation où la personne vient en tant que demandeuse d'un produit. Donc, elle vient et elle me demande des compléments en gelée royale. Et donc, si vous prenez un petit peu l'arbre de la carte mentale tout à l'heure, on est dans une situation où elle veut un produit. Et là, je lui demande justement, en fait, dans quelle mesure, pourquoi elle a ce besoin-là de prendre ce produit et qu'est-ce qu'elle attend comme effet de ce produit-là. Donc, c'était de la gelée royale. Et là, elle me dit, mais en fait, c'est parce qu'on m'a dit que ça allait me remonter le moral. Et là, ça a été mon signal d'alarme où je me suis dit, tiens, c'est une clé d'analyse, si on refait le parallèle avec ce que je vous ai dit,
clé d'analyse, signal d'alarme, le moral, c'est qu'il y a quelque chose derrière à aller creuser. Donc, c'est une fragilité du demandeur. Donc, j'ai creusé par un interrogatoire, par une discussion. Et en fait, il s'est avéré qu'on n'était pas juste sur une faiblesse, donc un coup de moins bien moral, mais on était vraiment sur une détresse psychologique avec un comportement suicidaire. Donc là, effectivement, on oriente différemment la prise en charge. Donc là, bien évidemment, je ne lui ai pas donné cette gelée royale qui n'avait aucun intérêt dans l'état de la personne et qui n'avait aucune plus-value pharmaceutique et de conseils pharmaceutiques. J'ai plutôt souhaité l'orienter vers une prise en charge à travers la psychologue du centre, de la maison de santé dans laquelle on exerçait. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation que je peux vous raconter là aussi de manière très rapide, on est sur une demande d'un service. C'est une personne qui vient non pas pour un conseil pharmaceutique médical, ni une demande de produit. C'était un service qui effectivement ne fait pas partie inhérente des missions du pharmacien d'officine, en tout cas pour lequel il n'est pas rémunéré tel quel. C'était pour avoir une photocopie d'un flyers qu'elle a récupéré dans le cabinet du médecin adjacent. Bien évidemment, on aurait pu lui dire, écoutez, madame, on n'est pas une reprographie, allez voir ailleurs. Mais là aussi, à la suite de cette demande d'un service, signal d'alarme, fragilité de la demande, la personne était en pleurs. Donc j'ai pris, bien évidemment, quand j'ai pris, je ne vais pas tirer les mains, mais j'ai aperçu que le flyers en question était quelque chose en lien avec la violence conjugale. Bien évidemment, là aussi, il s'agit d'avoir les éléments et de comprendre un peu comment le pharmacien peut aider. En tant que professionnel de santé, c'est vrai que le pharmacien est éloigné un petit peu, quand bien même on essaye de le rapprocher du médico-social et du social. C'était avant la crise Covid, donc il n'y avait pas encore cette notion du pharmacien qui pouvait aider dans un dispositif d'aide contre les violences faites à domicile. Mais là, du coup, l'idée, c'est quand même de lui donner l'information sans la mettre dans une posture de demandeuse et surtout de ne pas aboutir. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui est dans un état d'esprit de fragilité. Donc là, l'idée était de lui donner effectivement le flyers en question, pas lui faire une photocopie, mais d'aller chercher sur le site toute la documentation associée, lui permettant d'avoir les informations nécessaires à son orientation et en allant voir les acteurs compétents dans le domaine de la prise en charge des personnes qui sont battues, des femmes battues et des violences conjugales, mais aussi d'être quand même, d'avoir une posture d'écoute sans être insistant. En plus, étant un homme, il peut y avoir aussi une pression et il ne faut pas rajouter une surpression à quelqu'un qui est fragilisé et qui en plus vient de souffrir de violences par son mari. Mais voilà, mais du coup, ces deux exemples illustrent parfaitement les situations qu'on peut rencontrer dans le cadre du premier recours, les clés d'analyse que vous pouvez avoir, que ce soit d'une fragilité, dans les deux cas, c'était une question de fragilité, et aussi une adaptation du comportement du pharmacien face à ces demandes qui est modifiée grâce à une analyse et ces clés d'analyse. Voilà un petit peu ce que je pouvais illustrer comme… Je peux me permettre de rebondir. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur… Ah, tu as tous les droits. Parce que voilà, je crois que ça éclaire bien évidemment les connaissances sur ce que peut faire ou ce que fait le pharmacien lors du premier recours en pharmacie. Et ça, je crois qu'il faut le faire savoir aux usagers et aux malades parce que je crois qu'il n'y a pas encore suffisamment de connaissances sur cela. Ça veut dire aussi qu'il faut, et je le répète, c'est quelque chose que j'ai déjà engagé à travers évidemment les travaux ensemble. Je pense qu'il faut penser aussi à valoriser les produits en santé, quels qu'ils soient. Je crois que ça, c'est un des rôles du pharmacien et de son équipe officinale. J'entendais parler de la gelée royale, bien sûr, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut que le pharmacien puisse aussi, de son côté, réfléchir au fait que les usagers et les patients cherchent des dimensions thérapeutiques hors ordonnance, bien souvent à côté d'une ordonnance, mais ils cherchent des dimensions thérapeutiques. La gelée royale est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Les pharmaciens ne doivent pas laisser échapper naturellement cela, qu'il s'agisse des plantes, d'extraits de plantes en feuilles, des huiles, de toutes sortes de produits. Et il y a un très grand risque actuellement à cela. Donc, je vous engage à prendre aussi ce problème des compléments, finalement, de toutes les sortes de compléments que vous pouvez donner à bon escient avec votre expertise, avec votre expérience. Et c'est ça aussi. Ce qui permet dans le premier recours de faire cela, c'est que finalement, vous avez cette relation qui va s'instaurer avec une porte d'entrée
qui est la demande de la personne qui souffre ou qui a un symptôme, et vous allez pouvoir lui dire, bon, je peux vous prendre votre tension artérielle, je peux vous prendre votre rythme cardiaque, mais ça veut dire aussi qu'il faut y mettre les conditions, qu'il faut y mettre un cadre. Vous le savez, je plaide pour l'aménagement de la pharmacie, avec non pas une petite chaise dans un coin ou pas de chaise du tout, mais véritablement un petit corner, un petit coin d'accueil avec une toute petite table, justement Nassim, pour poser les flyers. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être très important pour construire votre relation. Et je peux vous assurer que les patients et les usagers sont en attente de cela. Faites un tout petit peu de place dans l'espace de votre pôle santé, qu'est la pharmacie. Faites évidemment accorder une grande attention au comptoir, ça c'est excellent de pouvoir travailler au comptoir, valoriser les produits en santé, donc ça c'est vraiment important à faire, on voit bien qu'il y a des glissements qui se produisent, mais le premier recours c'est aussi cela, c'est pas simplement donner, vous le savez très très bien, une boîte telle que le patient ou l'usager l'a demandé ou telle que vous la proposez, c'est évidemment cette cosmogonie du soin, cette cosmogonie thérapeutique, et donc vous avez une porte d'entrée merveilleuse, et je crois que c'est ça que vous faites en ce moment, donc moi je vous félicite pour orienter, pour soulager, pour documenter, pour finalement produire ce service pharmaceutique rendu, appelez-le ainsi parce que c'est la réalité en santé que vous portez déjà, et que vous êtes en train de montrer, de démontrer. Je pense aussi que vous avez tout intérêt à faire des petites enquêtes sur le premier recours, toutes petites, mais je pense que ça serait un point assez important, et je connais bien votre état d'esprit. Je sais que vous êtes aussi des chercheurs de terrain, parce qu'au fond, vous êtes des cliniciens. Vous vous intéressez aux malades, ce qui est contenu dans le moi-peau, comme dit Didier Anzieux, et donc c'est le symptôme auquel vous allez répondre. Quand le patient dit « j'ai mal », c'est un symptôme naturellement, ou « j'ai la peau rouge, ça me gratte ». Donc vous êtes des cliniciens, vous êtes des praticiens, et c'est cela au fond que vous portez quand nous travaillons ensemble dans les états généraux du premier recours. Donc bravo pour tout ça. Je vous engage à poursuivre sur ces différentes voies pour pouvoir encore réussir ensemble cela. Juste, Jean-Michel, si vous me permettez, juste une phrase, ce ne sera pas plus. C'est vrai qu'on parle beaucoup là des produits de santé et autres, mais on pense aussi qu'au-delà des produits de santé, le pharmacien il va avoir un vrai rôle pour réorienter vers d'autres professionnels de santé ou tout simplement donner un conseil qui ne nécessitera pas forcément de produits de santé. Voilà, on est un professionnel de santé accessible gratuitement, sans rendez-vous, présent dans tout le territoire. Attention à la gratuité, Benoît. Oui, attention à la gratuité. Accès, voilà. Mais, et du coup, on est accessible aussi pour tout ce qui est conseil. Et dans le premier recours, voilà, au-delà des… Il ne faut aussi pas se frustrer que des fois, voilà, un conseil et une méthode de vie sera plus efficace que d'autres médicaments. Donc, comme Benoît a pris des privautés comme ça, il est parti comme ça, et donc l'animateur, je vois la jeunesse. Donc, chose importante, et Benoît, bien évidemment, alors qui est maintenant, qui est le successeur de Valentin, et donc avec qui nous allons travailler et continuer notre travail, et nous allons en parler. Mais je voulais simplement rappeler et discuter avec Valentin et Juliette sur un sujet qui, moi, m'est apparu très fortement, c'est qu'effectivement, il y avait bien évidemment les médicaments, etc., des situations qui étaient en liaison avec les médicaments, mais il y avait aussi le besoin de services, mais de services quelquefois très simples. Et Nassim vient d'en parler, c'est-à-dire le service de l'angoisse, gérer des angoisses, l'incapacité d'aller sur Doctolib et d'avoir un rendez-vous. Eh bien, on s'est aperçu que cette partie-là était très, très revendiquée par les étudiants. Je ne sais pas ce qu'en pense Juliette ou Valentin. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ma vision des choses?
Du coup, sur le fait que j'ai pas tout à fait saisi la question, Jean-Michel. Ah ben en plus, si je m'exprime mal, on est mal barré. Donc, simplement, quand il y avait il y avait beaucoup dans notre réflexion, il y a eu une arborescence qui a été mise en œuvre, qui était en fonction des services à la personne et des besoins de personnes d'avoir un rendez-vous chez un médecin, de pouvoir être mis en relation avec Doctolib, enfin, plein de choses qui sont plus en relation, non pas avec un produit quelconque, mais des situations qui étaient des situations de demande. Est-ce que Valentin ou Juliette, vous avez la même représentation que moi par rapport à ça? Est-ce que vous avez été touché par ça? C'est des situations qu'on a au quotidien en officine, des personnes qui ont besoin de services. Du coup, oui, il n'y a pas de... Tout à fait d'accord. Tout bêtement, comme disait tout à l'heure Nassim, il y a la photocopie, il y a également aider les personnes qui ont du mal à manipuler un smartphone actuellement pour le pass sanitaire. Tout ça, finalement, c'est des services, c'est du social qui vient implémenter les services pharmaceutiques qu'on est capable de proposer. Et je pense que c'est intéressant de ne pas fermer la porte, comme par exemple dire on n'est pas une reprographie, et au contraire d'être ouvert, parce que c'est là aussi où on permet à la personne de s'ouvrir à nous, d'avoir confiance, et puis de nous dire des choses qu'elle ne nous aurait pas dit dans des situations plus formelles. Donc ça nous permet aussi d'avoir des informations qui nous permettront de l'aider beaucoup plus. Donc, vous voyez bien qu'on est dans la situation, que toutes ces situations sont très diverses et comme le disait Françoise, effectivement, il y a une méconnaissance des patients de la diversité de ce que peut faire le pharmacien. Et ça, je pense que c'est un des éléments majeurs des états généraux du premier recours. Alors, il nous reste peu de temps, le temps passe trop vite. Et donc, je vais demander déjà à Benoît qui a pris la parole sans mon autorisation, mais c'est terrible, donc, et qui va être avec Juliette le fer de lance du travail en groupes régionaux, de nous dire comment il va continuer la grande œuvre qu'on a commencée. Alors oui, donc on va continuer l'organisation rapidement qui avait été créée par Valentin, donc c'est-à-dire avec des groupes régionaux, une petite, qui était déjà de façon interpro, donc c'est-à-dire en essayant de mixer des étudiants en pharmacie, des étudiants en médecine et des professionnels. Cette année, ce qu'on aimerait bien, c'est aussi essayer de rajouter le côté patient qui nous est aussi cher pour vraiment avoir tout le panel des intervenants dans notre système de santé. Merci d'avoir été rigoureux dans le temps. Donc, Juliette, est-ce que Juliette aurait des choses à rajouter? On n'a pas beaucoup de temps, mais je rejoins Benoît sur tout ce qu'il a dit sur la continuité de ces groupes de travail. Donc, on a bien compris que c'était quelque chose qui allait durer longtemps. C'est pour ça que nous allons créer l'Association des États généraux du premier recours, dont nous aurons certainement l'occasion, Françoise, moi, Valentin, Nassim, Juliette et Benoît, de vous reparler, et parce que je pense qu'il y a d'autres éléments. François parlait de l'aménagement de l'officine. Eh bien, nous allons mettre en œuvre un concours d'agencement. Et je crois qu'elle est d'abord parce que c'est elle qui a donné l'idée. Donc, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Bon, simplement, je vais lui demander juste de faire une petite conclusion avant que je montre une diapo très importante. Donc, Françoise, tu as la parole. Oui, je trouve tout à fait passionnant et pertinent ce qu'ont dit tous ces jeunes pharmaciens et toi, Jean-Michel. Je trouve qu'ils portent vraiment des idées extrêmement importantes, essentielles en santé, et ils se positionnent véritablement comme des praticiens, des cliniciens, et je crois que c'est ça qui est absolument considérable et qu'il faut valoriser. Je pense qu'il faut vraiment le faire savoir.
Le deuxième point, si je puis me permettre, je vais rebondir sur ce qui a été dit à la fois en filigrane dans les arbres, les arborisations que vous avez présentées tous, mais aussi dans les outils. J'ai entendu parler évidemment d'iPhone, de fiches, etc. Je crois qu'il y a des outils qui sont très importants et je l'ai un peu entendu par Benoît, je crois. Ce sont des outils papier, des petits livrets. Moi, en tous les cas, j'ai engagé depuis quelque temps avec les partenaires industriels directement et l'association de malades, un travail de fond pour pouvoir arriver à leur faire réaliser avec nous et avec vous, je le pense, et bien évidemment, et je pense que Nassim aussi est dans cette idée-là, des outils papier, des petits livrets, des flyers, j'ai entendu parler de flyers par Nassim, qui sont à disposition des malades, et en particulier, évidemment, dans le cas du premier recours, on peut construire des outils comme cela. J'ai parlé de la douleur, on peut parler de plein d'autres problèmes qui se présentent en premier recours, mais je crois que c'est très important d'avoir cette géographie des outils à disposition des usagers et des patients. Donc ça, c'est pour moi très important de l'avoir entendu, et je pense qu'il faut là aussi, il faut travailler en même temps, parallèlement avec ça. Je te remercie, Françoise, et ça me permet d'arriver à cette slide de conclusion. Et effectivement, il ne faut pas confondre la représentation avec la chose. Et bien évidemment, tout le monde connaît ce tableau de Magritte qui représente une pipe, mais la pipe, elle n'existe pas, elle n'est que sa représentation. Donc, effectivement, notre travail sera de ne pas confondre choses et représentation et de comprendre peut-être aussi notre représentation des choses et de pouvoir en affirmer aussi la représentation du patient. Merci dans tous les cas. Je pense qu'on a, Arthur, je pense qu'on est dans les temps. On a un petit peu de retard, mais on va essayer de s'arranger, Jean-Michel. Alors là, ne m'accule pas. Merci beaucoup de votre attention et puis Arthur. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'en profite pour saluer Benoît, à qui j'avais oublié de dire bonjour tout à l'heure. Désolé Benoît. Effectivement, le premier recours, je pense que c'est vraiment un sujet, je ne dirais pas d'avenir parce que c'est l'actualité vraiment que l'on vit. J'insiste sur quelque chose qui a été dit au tout début, mais qui me semble important. On ne traite pas une pathologie, mais un patient. Et ça, j'espère que toutes et tous, vous allez bien le mémoriser. On attend de voir ce que la suite nous réservera, que ce soit dans le développement des outils, des clés d'analyse, etc. Donc, vraiment, merci à toutes et à tous. Sans transition, je vais laisser maintenant la parole à l'ANEP, du coup, qui nous fera vraiment le plaisir d'évoquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On va avoir un premier temps sur la mobilisation des étudiants qui, fort heureusement, a été massive pour faire face à cette crise sanitaire. Et plus globalement, je leur ai demandé de faire une petite vision d'ensemble sur tous les projets qui sont menés pour que les pharmaciens qui exercent aujourd'hui comprennent un petit peu les changements qui vont arriver demain, que ça soit dans la formation et donc ce qui va impacter directement le jeune pharmacien fraîchement diplômé, mais également sur les services qu'ils peuvent rendre à la fois aux étudiants comme aux pharmaciens, etc. Donc, je vais laisser la parole tout de suite, sans plus attendre, à Juliette qui va nous débuter cette présentation. Puis enfin, la clôture sera faite par Nouman. C'est à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Juliette Marat, je suis la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur pour cette année à l'ANEP. Alors juste, Arthur, je projette mon diaporama ou… Oui, je veux bien, Juliette, que tu le partages, comme ça sera plus simple. Dis-moi si tu as un souci, sinon je le fais. Alors, 2 petites secondes. Bon, je vais meubler le temps de… On va donc faire une petite rétrospective en fait en fonction des différentes vagues. Je pense qu'à travers ce terme, vous comprenez de quoi je veux parler, pour voir un petit peu l'évolution de la mobilisation des étudiants en parallèle de la mobilisation tout simplement de l'état de santé de notre population française, qui malheureusement encore aujourd'hui est touchée notamment dans les dom-toms. Et donc, on va voir par quels moyens les étudiants ont su faire preuve parfois de créativité, mais surtout de civisme. Je pense que c'est en train d'arriver. J'ai un petit problème, ça n'affiche pas la page que je sélectionne.
Est-ce que tu veux que je partage le diaporama, Juliette? Ouais, je veux bien parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Bouge pas. Hop. Les aléas du direct, excusez-nous. Est-ce que là, vous voyez Ouais. le truc? Parfait. Et voilà. Donc, du coup, les étudiants ont été mobilisés pendant les 3 phases, les trois grandes premières vagues de l'épidémie. Donc, du coup, je vous propose de retracer un petit peu les différents types de mobilisation des étudiants et aussi les constats qu'on a pu en faire à l'issue de cette crise. Donc, la première vague est arrivée en début d'année 2020. Et très rapidement, après l'annonce du confinement, les étudiants se sont portés volontaires très rapidement pour prêter main forte aux officines qui pouvaient manquer de personnel dû à des conditions de santé ou des conditions personnelles qui ne leur permettaient pas d'être à l'officine. Dans les PUI aussi, les étudiants ont été présents. Ils se sont aussi mobilisés, comme par exemple à Grenoble et Rennes, pour fabriquer de la solution hydroalcoolique en mettant en pratique tout ce qu'ils avaient pu apprendre lors de leur séance de travaux pratiques. Et il y a eu aussi une mobilisation des étudiants en santé, mais en particulier en pharmacie, sur la plateforme Covidom, qui est une plateforme téléphonique de télésurveillance pour les patients où on suspecte un cas de Covid pour avoir un suivi médical régulier et transféré à des professionnels de santé si besoin. Et donc, toute cette plateforme était en grande partie assurée par des étudiants bénévoles. Donc, c'est quand même une belle mobilisation à souligner. Pour ce qui est du renfort en officine, l'Ordre et l'ANEP ont pu mettre en partenariat une plateforme qui s'appelait Farmel pour mettre en relation les officines qui recherchaient et les étudiants qui étaient volontaires pour aider. Donc, après, les étudiants ont pu reprendre leurs enseignements et leurs examens. Et la rentrée 2020 s'est déroulée en partie en présentiel et assez rapidement, on est retourné malheureusement en confinement. Et là, les étudiants ont été énormément mobilisés sur les tests antigéniques, dont l'ANEP avait vraiment insisté sur le besoin de formation par les universités pour ne pas envoyer les étudiants faire des tests, mais sans forcément avoir été formés à la fois théoriquement et sur la pratique en amont de ces tests. Et au cours d'une enquête de l'ANEP en février dernier, on avait interrogé les étudiants sur leur présence, leur travail en officine, et on constate bien qu'il y avait environ un étudiant sur 2 avant la crise qui travaille en officine, et qu'à partir du deuxième confinement, ils sont les 2 tiers à travailler en officine. Et donc, les étudiants se sont vraiment mobilisés et ont compris, on va dire, tout l'enjeu de leur future profession et de l'importance dans ces temps de crise du rôle de pharmacien. Et puis enfin, la 3e vague, au printemps et même un peu avant, les étudiants se sont mobilisés dans une dernière action qui est la vaccination. Et donc pendant ce temps-là, ils ont continué forcément à donner de leur temps en officine, de donner de leur temps pour les tests antigéniques. Mais ils se sont en particulier mobilisés sur la vaccination, toujours sous condition d'être formés, bien évidemment. Donc ça concernait principalement les étudiants en 5e et 6e année qui ont été formés au cours de leur 5e année hospitalo-universitaire. Et donc là, par exemple, sur ces photos, on peut voir l'organisation au vaccinodrome de Toulouse qui a reposé en grande partie sur l'implication des étudiants en santé, notamment sur tout le parcours, l'accueil des patients, l'administratif ou encore les gestes de vaccination en tant que tels. Alors, Donc, merci beaucoup, Juliette. On va passer à la suite, justement, et là, on va accentuer un peu plus sur les perspectives. Et du coup, ouvrez grand les yeux. Ah, excusez-moi, il y a les points de vigilance d'abord. Je te laisse terminer. Oui, sur les points de vigilance, il y a quelque chose à noter dans cette crise, et l'idée, c'est de pouvoir s'améliorer si jamais d'autres crises seraient à venir.
Sur la continuité pédagogique, tout d'abord, s'assurer que tous les étudiants peuvent suivre leurs cours quasiment normalement, que en fait, cet engagement n'empiète pas sur leur temps d'études et que leurs cours soient assurés, leur formation en stage soit assurée également. Et justement, par rapport au stage, le fait d'être réquisitionné au stage, pour nous, ça devrait quand même reposer en grande partie, en majeure partie sur le volontariat, et ça ne devrait pas excéder un certain pourcentage du temps de stage pour quand même garder cette essence du temps de stage. On a pu le voir dans le service sanitaire, par exemple, où des étudiants étaient mobilisés pour faire des tests antigéniques ou pour faire de la vaccination, alors que ce n'est pas du tout le but premier de ce service sanitaire qui repose quand même plutôt sur de la prévention et des mesures de santé publique, de promotion de la santé, je dirais même. Donc voilà, c'est des vigilances que l'ANEF a eues, qu'elle n'a cesse de faire remonter aux différentes instances. Et le dernier vraiment gros point de vigilance, c'est sur les contrats des étudiants. Alors, lors de la première vague, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient bénévoles, qui n'étaient donc non rémunérés et qui servaient vraiment de main-d'œuvre gratuite à l'État. Et ensuite, sur toute la mise en place des tests antigéniques, il y a eu beaucoup de remontées sur le statut d'auto-entrepreneur, où l'étudiant n'est pas forcément couvert, que ça soit point de vue assurance ou alors socialement. Et ces droits ne sont pas forcément tous reconnus et c'est assez inquiétant. Malheureusement, c'est un vide juridique. On a du mal à faire bouger les choses, mais voilà, c'est quelque chose à retenir pour la suite. Et donc, cette crise, elle nous a aussi permis d'avoir des perspectives pour l'avenir. Alors, on a vu que les étudiants savaient vacciner et pouvaient vacciner. La vaccination grippale, elle est faite à l'officine et actuellement, les étudiants en 6e année officine lors de leur stage, qui se préparent à un exercice officinal dans les prochains mois, ne peuvent pas encore vacciner. Donc, l'idée, ça serait que ce soit accessible pour ces étudiants, qu'ils puissent être encadrés là-dessus et pour se préparer au mieux à leur future profession et aux nouvelles missions du pharmacien. Et enfin, on attend prochainement un cadrage justement pour veiller à ce que ces points de vigilance ne se reproduisent pas, qui concerneraient l'ensemble des étudiants en santé. Parce qu'il voilà, y a eu des dérives au niveau des pharmacies, mais au niveau des soins infirmiers ou des étudiants en médecine, il y a eu encore plus de dérives. Et voilà, c'est des choses qu'il est important de cadrer au niveau ministériel. Merci beaucoup, Juliette. On va essayer de rattraper le temps et de tenir les délais. On va avoir maintenant une vision, comme je le disais, un peu plus prospective. Donc, je te laisse évoquer les grands travaux, on va dire, sur lesquels planche l'ANEF en ce moment même avec les différents interlocuteurs pour ce qui te concerne, l'enseignement supérieur. Exactement. Donc, dans l'enseignement supérieur, on s'occupe déjà principalement de grosses réformes qui sont en cours pour les études de pharmacie. Donc, la réforme de l'entrée dans les études de santé qui a eu sa première année de mise en place l'année dernière. Et donc, la deuxième année est encore une année de mise en place parce que tout n'est pas encore calé et calibré. Et l'ANEF, aux côtés des autres associations d'étudiants en santé, vraiment se mobilise pour que la sélection en pharmacie se passe bien. On a eu quelques soucis de recrutement cette année. Et donc, ce qui m'amène aussi à parler de la promotion des études, qui est dont l'ANEF fait un point d'honneur cette année pour vraiment encourager les lycéens, les jeunes étudiants à s'engager dans les études de pharmacie, parce que c'est des belles études, c'est pour des beaux métiers après. Et malheureusement, c'est assez méconnu et je pense qu'on a vraiment à y gagner en faisant la promotion de cette belle filière. Il y a aussi la réforme du 3e cycle qui est en cours depuis de nombreuses années. Mais pour la 6e année officine, ça semblerait se concrétiser prochainement. Il y a eu 2 nouveaux chargés de mission qui ont été nommés dans l'année 2021 et qui doivent rendre un rapport mi-octobre sur leur demande pour cette réforme, avec par exemple un nouveau statut pour les étudiants en 6e année officine, un statut qui n'est pas encore tranché, mais qui pourrait être celui d'interne si le ministère l'accepte, avec un statut différent à la fois
le maître de stage et pour l'étudiant, avec un accès du coup aux nouvelles missions du pharmacien pour l'étudiant, avec une nouvelle revalorisation salariale, avec également une nouvelle maquette d'études qui ne serait plus du tout avec une partie en début d'année d'enseignement, puis après 6 mois de stage, la maquette serait un petit peu revue pour avoir plus de temps de stage, avec une possibilité donnée aux étudiants de pouvoir changer de terrain de stage et d'aller voir un exercice officinal différent, dans par exemple une maison de santé avec un exercice coordonné, dans un EHPAD, voilà, de pouvoir élargir, on va dire, le champ de vision des étudiants en 6e année et leur permettre de finir leurs études avec un large champ de compétences et de pouvoir exercer la pharmacie officinale comme ils l'entendent. Et donc, du coup, cette réforme, on espère qu'elle sera mise en place à la rentrée prochaine. Malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on dit ça et ce n'est pas encore le cas, mais voilà, ça avance bien en ce moment et on espère que ça soit pour la prochaine rentrée. Il y a aussi la mise en place du service sanitaire, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, avec une vraie volonté de promotion de la santé, à la fois au niveau des établissements scolaires, des établissements d'enseignement supérieur. Ça peut être dans les prisons, dans des EHPAD, dans des entreprises, avec la volonté de former des personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, mais à des thématiques qui sont importantes comme ça peut être très large, comme la nutrition, le sommeil, les infections ou l'antibiorésistance, inciter à la vaccination, expliquer la vaccination, qu'est-ce que c'est. C'est sur des thématiques assez larges et tout ça est coordonné par tous les étudiants en santé. Et enfin, les innovations pédagogiques, l'ANEP a écrit une contribution pour inciter justement à avoir plus d'innovation dans le cursus, avec notamment par exemple les officines pédagogiques, qui sont des officines fictives qui sont mises en place dans les universités pour que les étudiants s'entraînent à dispenser, s'entraînent à utiliser les logiciels de gestion officinale, pour qu'ils puissent s'entraîner sur des étudiants, des camarades, avant de passer devant le vrai patient. Et c'est assez rassurant pour les étudiants, c'est très formateur et c'est assez utile de la 2e à la 6e année. Et ces officines sont mises en place, mais je pense sous-exploitées actuellement dans les facultés. Merci beaucoup, Juliette, pour cette vaste communication. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses en perspective. On espère voir aboutir au moins la réforme du 3e cycle, parce qu'effectivement, ça fait 5 ans qu'on en parle et pourtant toujours rien. Une montée en compétences progressive des étudiants en pharmacie pour être demain le pharmacien à cœur d'exploiter les nouvelles missions. On va s'attarder un petit peu plus maintenant sur le versant numérique et justement, les innovations se font aussi de ce côté-là. Je vais laisser la parole à Nouman désormais pour ceci. Nouman, c'est à toi. Oui, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a tout un versant numérique à l'ANEP. Il va s'occuper de toutes les avancées qui ont eu lieu avant et pendant la crise Covid. On aborde divers sujets, que ce soit la cybersécurité, qui est encore d'actualité parce qu'on a eu encore des problèmes liés à la cybersécurité dans les dernières semaines. On a l'accès et la mise en place et l'interopérabilité avec les données de santé. On travaille aussi sur la télésanté et la télécommunication. On peut faire écho à mon espace santé qui devrait être à même de proposer une communication entre les professionnels de santé à propos des dossiers santé des citoyens français à l'horizon janvier 2022. Et on essaye de s'appliquer à travailler sur les différents outils du numérique en santé. Dernièrement, le fait d'armes, entre guillemets, l'actualité symbolique pour la pharmacie d'officine, c'est la réflexion sur les logiciels de gestion officinale avec les différents acteurs, que ce soit les syndicats ou les éditeurs de logiciels et le ministère des Solidarités et de la Santé.
on s'attache à travailler sur la task force qui va permettre une refonte des logiciels de gestion officinale pour qu'ils ne soient plus des logiciels de gestion de stock, mais bien des logiciels de prise en charge du patient. Parce qu'on a aujourd'hui des logiciels qui vont nous permettre d'avoir des lignes de code et des lignes de compte sur les différents stocks de produits qu'on peut avoir en officine. Mais le but, c'est d'inclure aussi cette démarche prise en compte du patient et on participe du coup à cette task force avec l'ensemble de ces acteurs. Ok, donc on a vu qu'il y avait vraiment un versant d'une part sur la profession avec la réforme des études, là un truc beaucoup plus large avec la place du patient et l'analyse qu'on peut en tirer. Et il est peut-être important de revenir aussi sur le cœur et les fondamentaux même de l'ANEP, que sont les étudiants. Et pour ça, depuis quelques années, il y a des aides sociales qui voient le jour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Nouman? Oui. L'ANEP, c'est avant d'être le fervent défenseur de la profession, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, par des étudiants et pour des étudiants. On s'attache maintenant depuis 4 années à faire une enquête sur le bien-être étudiant qui prend en compte le coût de la rentrée. Sur cette enquête du coût de la rentrée, on a observé, comme d'habitude et encore plus accentué par la crise Covid, une augmentation du coût de la rentrée pour les étudiants en pharmacie. Près de 5% pour des étudiants qui rentreraient en deuxième année, vous le voyez, 4,67%, et 6% pour des étudiants qui prépareraient le concours de l'internat. Cette augmentation, elle est à prendre en compte, encore plus particulièrement avec des étudiants qui ont peut-être vu leur job d'été ou leur job habituel sauter avec la crise sanitaire, avec des étudiants qui étaient mobilisés et qui l'ont été. On l'a aussi dénoncé dans les médias pour des démarches de testing sans avoir été payés. Ce coût de la rentrée, il est flagrant et il est synonyme d'une détresse particulière pour bon nombre d'étudiants. Et c'est pour ça et en plus à mettre en parallèle avec la sollicitation des étudiants et le besoin financier des étudiants durant la crise Covid, qu'on a mis en place grâce à l'ordre notamment, et on les remercie fortement de nous avoir aidés sur ce projet. C'était donc la mise en place des aides ponctuelles d'urgence. Les aides ponctuelles d'urgence de l'ANEP, c'est un dossier à monter. Je vous le cache pas, on connaît tous l'administration française, mais ce dossier, il fait 4 pages pour un étudiant ou une étudiante, qu'il soit boursier ou non, et il lui permet de faire la demande de 100, 200 ou 300 euros pour l'aider justement à continuer ses études sans avoir à se faire de soucis d'ordre financier. C'est un projet qui a vu le jour en mai. Donc, il y a eu une première vague, parce que nous aussi, on compte en vague maintenant. À la première vague, on avait 430 dossiers qui ont pu être acceptés par l'ANEP et on a alloué environ 50 000 euros. Et pour cette deuxième vague, on a l'équivalent d'environ 400 dossiers aussi qui sont en train d'être traités. Donc, on le voit encore plus. Hein. Si on le dénonce tous les ans, si on le dénonce avec bon nombre d'enquêtes, c'est que la précarité, elle est présente. Et les aides ponctuelles d'urgence, c'est vraiment une façon de montrer que ces étudiants sont aussi dans le besoin et qu'on peut les aider. Donc, on appelle tous nos partenaires, tous les acteurs de santé, et en particulier ceux de la pharmacie, qu'ils soient libéraux ou non, à nous aider, et on prendra en compte tous les dons et tous les mécénats qu'on pourra avoir pour améliorer le quotidien des étudiants. Bravo pour cette mise en place, Nouman, et merci de la part de tous les étudiants qui ont pu bénéficier de ça. C'était un souhait depuis plusieurs années également de la NEP. Ravi de le voir concrétiser, surtout en cette période si difficile pour toutes et tous. Et on va terminer avec un dernier moyen justement d'informer et de former les étudiants, avec quelque chose aussi qui tient à cœur à la NEP, ce sont les guides. Et oui, les guides de la NEP. Les guides de la NEP, ils reprennent grosso modo tout ce que peut faire et tout ce que peut rencontrer l'étudiant, que ce soit avant, durant et après son cursus.
Pourquoi je dis avant? Parce qu'on a des guides qui vont permettre de lui montrer quelles sont les professions dans la pharmacie, donc le guide des professions pharmaceutiques. On a des guides qui vont lui montrer à quel diplôme universitaire il peut accéder ou à quel master il peut accéder également. Et le pendant, l'après, enfin le pendant aussi, ça va être ce guide pratique de l'étudiant en pharmacie qui va le guider durant ses stages, durant son travail lorsqu'il est mobilisé en pharmacie d'officine, avec les posologies qui sont détaillées et de manière générale le fonctionnement d'une officine. Et pour le guide de l'installation du jeune pharmacien, c'est assez équivoque, c'est pas du tout équivoque, c'est assez explicite au contraire. Le guide de l'installation du jeune pharmacien va permettre aux futurs ou néo-diplômés d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'est l'installation en officine. Donc, on essaye d'avoir une vision transversale, de donner un maximum d'informations à nos étudiants parce qu'ils le demandent. Et ces guides, on les édite tous les ans. La prochaine salve, pour ne pas dire la prochaine vague, elle sort dans 2 semaines et c'est l'édition 2021-2022 qui a été co-rédigée avec le bureau national précédent. Très bien, merci beaucoup Newman. On va maintenant clore cette session et je tiens vraiment à remercier très sincèrement tous les intervenants qui nous ont rejoints ce soir pour cette dernière journée live du congrès Spot Pharma dans un 5e édition. Encore bravo à Aida qui a remporté le prix de thèse et qui s'intéressait quant à elle à la toxicité cardiovasculaire induite par les anticancéreux. Un grand bravo à tout le travail qui a été fait avec le bureau de l'année dernière et dans la continuité celui de cette année pour le premier recours sous la tutelle de Jean-Michel Morowski avec le soutien indéfectible des patients via la FLAR pour Françoise Alliolona. Et enfin, bravo à toutes et tous, jeunes étudiants qui participaient à la NEF pour promouvoir la pharmacie de demain. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et puis un très beau week-end. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.